Je prends un café au soleil, je cligne des yeux comme s'il s'agissait d'une souffrance. Je ressens deux chaleurs concomitantes, celle des rayons du soleil, ardente, aiguë, et celle plus tiède du café. Et jour de chance, la tasse a un bord dont l'épaisseur et la qualité de la faïence procurent un contact si agréable que je surprends mes lèvres à en sucer le bord. L'artisan qui la fabrique, en choisissant la matière et en la façonnant, devrait faire partie des bienfaiteurs de l'humanité. Négliger ce rendez-vous entre les lèvres et le bord des tasses, c'est compromettre une des multiples jouissances qui se nichent dans la vie quotidienne. Il ne faut pas être victime de ce mot d'ordre contestable, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. J'ai toujours méprisé les apéritifs offerts dans des verres en carton ou des gobelets en plastique. Quel est le goût d'un bon champagne bu dans ces ustensiles jetables? Il tue le plaisir. Il s'affaisse quand on les saisit, faisant dangereusement monter le liquide près des bords du gobelet. Une grande partie de la satisfaction que l'on prend à un contenu tient au contenant. Les flûtes à champagne en plastique imitant les vraies sont une supercherie stérile. Et ce n'est pas seulement la matière qui est en cause, c'est aussi l'absence de poids dans la main qui vous met à la merci de la moindre bousculade. Le plaisir de boire dans un verre est la somme de la forme dans la main, de la transparence et du poids du verre. Cela permet de rendre agréable ce croisement névralgique des lèvres entre la matière et le liquide et de goûter ce cocktail sensuel, mélange du dur et du fluide. Les lèvres sont un des territoires de la peau les plus innervés. Le vieux bol au bord ébréché dans lequel on prend son café le matin crée une indélicatesse du contact avec les lèvres, heureusement compensée par la plus-value affective qu'il représente. Un verre en cristal, j'ai quelquefois envie de le mordre, comme si sa matière émettait des ondes captées par mon cerveau, m'enjoignant de le croquer. L'importance du poids concerne également les photographes. Ils détestent utiliser un matériel trop léger parce que pour stabiliser l'appareil et réussir la photo, il faut qu'il soit lourd dans la main. Le poids est un indice de valeur. À l'époque de la miniaturisation, possible à l'infini, grâce au progrès technique, on continue à fabriquer des montres qui sont lourdes comme des haltères. On continue à porter au poignet ces objets inconfortables précisément à cause de cette valeur donnée au poids. J'aime poser les lourds verres à pied sur la nappe blanche du dimanche parce qu'en heurtant la table, ils font sonner le bois et préfigurent l'attablement des convives. Ce bruit sourd de percussion est un impératif sonore. Le rituel d'entrée, il déclenche la sécrétion de la salive. Mes frères, sans doute pour bien faire savoir qu'ils mettaient le couvert à ceux qui ne le mettaient pas, en exagéraient la percussion. Les assiettes sonnaient claires, les couverts cliquetaient les uns contre les autres avant d'être posés avec ostentation un à un sur la table. Ils faisaient sonner les verres Duralex. Et tous ces bruits étaient agressifs car la table était celle de la cuisine. Elle était en formica. On n'avait pas besoin d'y mettre de nappe parce qu'elle se nettoyait facilement d'un coup d'éponge. Le choc des couverts y était brutal et imprécis. La volonté qu'avaient mes frères de faire le plus de bruit possible empêchait un bon ajustement qui aurait réclamé du doigté. Il fallait pour chaque couvert un deuxième mouvement, affinant le premier. La table du dimanche, qui, elle, était recouverte d'une nappe, exigeait que le dressage fût plus soigné. Il fallait que tout soit droit. Les fourchettes et cuillères étaient perpendiculaires au bord de la table, de part et d'autre des assiettes,
dans un alignement précis, le même des deux côtés. La petite cuillère, elle, entre le verre et l'assiette, était perpendiculaire à la fourchette et au couteau. La petite cuillère, je la mettais toujours en dernier, comme si j'annonçais son destin, qui est d'être utilisée en dernier, pour le dessert. Après l'avoir installée, je jetais sur elle un coup d'œil de tendresse. Elle était petite, et pour l'enfant, elle sera toujours la promesse du sucré. La serviette toute blanche, avec les initiales brodées d'une arrière-grand-mère oubliée, couronnait le tout. La substitution de plus en plus répandue des serviettes en tissu par des serviettes en papier crée chez moi le même sentiment d'altération que celle des verres par des gobelets en plastique. J'aime manger tous les mets salés dans la même assiette et je n'ai jamais ressenti comme un luxe le fait de la changer à chaque plat. En gardant la même assiette, c'est un peu comme si je voulais garder la mémoire de tout ce que j'avais mangé pendant le repas. Ce comportement me rapproche de cette nouvelle cuisine qui mélange sucré et salé. Je me surprends au moment du fromage à en tremper un morceau dans le reste de sauce du gigot qui s'était lui-même mélangé avec un reste de carottes râpées et de sa vinaigrette. J'adore les buffets où, après avoir rempli son assiette, l'on picore ensuite en créant à chaque bouchée de nouveaux mélanges. Cette combinaison sans fin de goûts différents me réjouit. Si je pouvais manger tout avec une cuillère, je le ferais. Parce qu'au contraire de la fourchette, la cuillère, par sa forme et son creux, invite la langue à une caresse. La langue trouve là l'occasion d'exercer son aptitude naturelle à lécher. Et là encore, la matière de la cuillère est aussi importante que sa forme. En argent, en métal argenté, en bois, en plastique, en faïence, comme ces cuillères à soupe chinoises, souvent peu ergonomiques pour le palais, mais terriblement agréables par son contact avec la langue et les lèvres. Si ces cuillères-là avaient la forme des cuillères classiques, je crois que je les préférerais à toutes les autres, précisément à cause de leur matière. Un aspect non négligeable de la faïence est la solidarité thermique qu'elle procure entre elle et l'aliment. La tiédeur acquise par la cuillère à chaque bouchée donne à la langue le goût de la tétée du sein maternel. Par son inertie, la faïence ne devient jamais aussi brûlante que le liquide qu'elle contient. Elle diffuse une température proche de celle du corps humain. Alors que ces cuillères en bois, elles, ont l'inconvénient d'être un parfait isolant. La frontière thermique entre leur contenu et elles donne cette sensation désagréable d'une soupe brûlante dans une cuillère sans chaleur. On se brûle avec une cuillère en bois parce qu'elle est indifférente à ce qu'elle contient. Ces sensations liées à l'usage quotidien d'ustensiles ménagers génèrent des gestuels si fortement ancrés que lorsque j'ai décidé de ne plus mettre de sucre dans mon café, je continuais à prendre la petite cuillère et à la tourner dans la tasse avant d'en boire le contenu. Le geste pour mélanger le sucre dans le café avait survécu à ma décision. Il était devenu un rituel auquel je tenais malgré moi. Et je ne me sentais pas ridicule en entretenant cette petite chorégraphie avec le bruit de la petite cuillère posée sur la soucoupe ou directement sur le zinc du comptoir, y abandonnant quelques gouttes de l'écume du café. Je sais que cette gestuelle est un training pour mon cerveau, l'entretien d'une séquence motrice, depuis que des scientifiques prétendent que la diminution du travail manuel entraînant une moindre utilisation de la main, compte tenu de l'importance de l'aire cérébrale qui lui correspond, amènera immanquablement une régression de l'intelligence et des capacités du cerveau. L'activité manuelle est donc une gymnastique intellectuelle. Et si on parle avec les mains, ou plutôt si les mains accompagnent la parole si souvent, c'est bien que le langage et gestuel travaillent ensemble. Les mains participent à ma réflexion. Et si les peintres vivent vieux, c'est assurément qu'ils pensent avec leurs mains.